Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant et qui façonne déjà pas mal notre monde technologique. L'apprentissage par renforcement, ou Reinforcement Learning, RL pour les intimes. C'est une des grandes branches de l'intelligence artificielle, vous savez, et pour ça, on a épluché une synthèse assez dense qui couvre les concepts, les méthodes, les algos principaux du RL. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de démêler tout ça, de comprendre comment une machine peut apprendre par elle-même juste en essayant des choses. Alors pour commencer simple, imaginez un programme. On va l'appeler l'agent. Oui. Il est plongé dans un monde, un environnement. Ça peut être un jeu, la gestion d'un stock ou même la conduite d'un robot. Hmm. Et cet agent, il agit. Et en retour, l'environnement lui envoie des signaux, des récompenses ou alors des pénalités. C'est ça l'idée de base en haut. C'est exactement ça. L'agent, il navigue dans cet environnement, il passe d'une situation, on dit un état, à une autre, en choisissant des actions. D'accord. Et chaque action peut potentiellement lui donner une récompense immédiate. Mais le vrai jeu, si je puis dire, c'est pas juste le petit gain tout de suite. Mais non. Non, le but final, c'est d'apprendre une sorte de stratégie, une politique, qui va maximiser la somme totale de toutes les récompenses qu'il va accumuler sur le long terme. C'est vraiment la vision d'ensemble qui prime. Donc il doit apprendre à anticiper en fait, à peut-être renoncer à un petit truc tout de suite pour avoir mieux plus tard. Précisément. Et ce processus d'apprentissage par essai-erreur, avec ses récompenses, ses punitions, ça rappelle des choses assez fondamentales en psychologie, notamment chez les animaux. Ah oui. Bah oui, pensez à la douleur, la faim, ce sont des renforcements négatifs. Le plaisir, la nourriture, des renforcements positifs. L'agent, il apprend comme ça, à force d'essayer, pour avoir le plus de positifs et le moins de négatifs possible. Mhm. Et c'est cette capacité à gérer ce compromis entre le présent et le futur qui rend le RL si puissant pour des problèmes complexes. Vous voyez? Comme piloter un robot dans un hangar, maîtriser des jeux comme Go, ou même optimiser des flux logistiques. D'accord. Mais alors, comment on met ça en équation pour un ordinateur? J'imagine qu'il y a un cadre mathématique derrière. Oui, tout à fait. Le cadre le plus utilisé, c'est le processus décisionnel de Markov, le fameux MDP. MDP. Voilà. Alors, sans plonger dans tous les détails techniques, un MTP, ça définit les ingrédients clés. Tous les états possibles que l'environnement peut prendre, toutes les actions que l'agent peut faire, Ok. comment l'environnement réagit à ces actions, c'est les probabilités de transition, et quelles récompenses on reçoit. D'accord. Et une séquence complète d'interactions du début à la fin, on appelle ça un épisode. L'agent, lui, ne contrôle que ses actions. Les règles du jeu, les récompenses, il les découvre au fur et à mesure. Pour que ce soit plus concret, prenons l'exemple du blackjack qu'on avait dans nos sources. Oui, très bon exemple. Si l'état, c'est ma main et la carte visible du croupier, les actions, c'est simple. Tirer une carte ou rester. C'est ça. Et la récompense, le plus 1 ou moins 1, elle arrive seulement à la toute fin de la partie. Donc l'agent doit jouer plein de parties pour apprendre quelle action est la meilleure dans chaque situation pour maximiser ses gains à la fin. C'est un parfait exemple simple, oui. Et c'est intéressant de voir, comme le mentionnent nos sources, que l'idée d'une machine qui apprend comme ça par l'expérience, c'est pas si neuf. Ah non. Ben non, le terme machine learning lui-même date de 1959. Et déjà dans les années 60, il y avait une machine Cybertron, je crois, qui utilisait une sorte de RL très basique. Un opérateur humain lui disait oui ou non pour l'aider à classer des signaux, genre sonar ou ECG. Incroyable. Les bases sont anciennes en fait. Oui, les concepts ont une certaine histoire. Bon, d'accord. Maintenant qu'on a posé un peu le décor, agent, environnement, récompense, MDP, on entre dans le vif du sujet. Comment l'agent apprend cette fameuse stratégie optimale? Les sources parlent de plusieurs grandes approches, on peut peut-être essayer de les regrouper. Programmation dynamique, Monte-Carlo, différence temporelle, c'est ça les grands classiques. Tout à fait. On peut les voir un peu comme des étapes, des réponses à des défis croissants. La première, historiquement, et peut-être conceptuellement, c'est la programmation dynamique, la DP. DP, d'accord. C'est très puissant parce que, en théorie, ça peut trouver la politique parfaitement optimale. Mais, il y a un gros mais. J'imagine. Lequel? Il faut connaître absolument tout du modèle de l'environnement, toutes les règles du jeu, les probabilités exactes. Le MDP complet. C'est ce qu'on appelle une approche model-based, basée sur le modèle. Ce qui, en pratique, doit être assez rare, non? On connaît rarement toutes les règles d'un système complexe comme ça.
Exactement, et même si on les connaissait, les calculs peuvent devenir absolument monstrueux. Donc l'ADP, c'est plus un idéal, ou pour des problèmes très bien définis. Alors on a cherché autre chose, des méthodes qui apprennent sans connaître ce modèle à l'avance, des méthodes modèle free. Sans modèle. D'accord. Et c'est là qu'arrivent les méthodes Monte-Carlo, MC. Monte Carlo, comme le casino. On apprend en jouant beaucoup? C'est un peu l'idée, oui. Les méthodes MC, elles apprennent directement de l'expérience vécue, en regardant des épisodes complets, du début jusqu'à la fin. Mhm. Pour estimer si un état est bon ou pas, on fait juste la moyenne des récompenses totales qu'on a reçues toutes les fois où on est passé par cet état dans les épisodes précédents. Simple, en apparence. Oui, l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin du modèle. L'inconvénient, c'est qu'il faut attendre la fin de chaque épisode pour apprendre quelque chose. Ah oui? Si les épisodes sont longs, comme jouer une partie d'échecs complète, ça peut prendre un temps fou pour apprendre. Ok, donc c'est mieux que l'ADP parce qu'on n'a pas besoin du modèle, mais c'est lent. Est-ce qu'il y a une solution intermédiaire, apprendre sans modèle, mais plus vite? Et c'est là qu'interviennent les méthodes par différence temporelle. TD, Temporal Difference. TD. Là, ça devient vraiment central. C'est la base de beaucoup d'algorithmes qu'on utilise aujourd'hui. Les méthodes TD, elles apprennent aussi de l'expérience sans modèle, comme Monte-Carlo. Mais, et c'est la grande différence, elles mettent à jour leurs estimations à chaque petite étape. Pas besoin d'attendre la fin de l'épisode. Mais comment c'est possible ça si on n'a pas la récompense finale, comment on met à jour? Alors, elles utilisent une astuce qui s'appelle le bootstrap, l'amorçage. Bootstrap. Oui, l'idée, c'est de mettre à jour une estimation actuelle en s'appuyant sur une autre estimation. Un peu bizarre dit comme ça, mais Oui. imaginez, pour améliorer l'estimation de la valeur de l'état où je suis maintenant, je regarde l'état où je suis arrivé juste après. Je prends la valeur estimée de cet état suivant, j'ajoute la petite récompense que j'ai reçue entre les deux, et j'utilise ce résultat pour corriger la valeur de mon état de départ. Ah, d'accord. On construit une estimation sur une autre estimation qui elle-même sera améliorée plus tard. C'est malin? C'est ça, c'est comme monter une échelle, on s'appuie sur le barreau précédent pour atteindre le suivant sans voir le sommet tout de suite. Ça permet d'apprendre beaucoup plus vite, pas à pas. Très clair. Et dans cette famille TD, il y a un algorithme star, là, le Q-learning. On en entend souvent parler. C'est quoi son secret? Le Q-learning, son but, c'est d'apprendre une fonction de qualité. On la note Q. Pour chaque état et chaque action possible dans cet état, Q d'état-action va nous donner une estimation de la récompense totale future qu'on peut espérer obtenir si on fait cette action maintenant et qu'ensuite on continue à jouer de manière optimale. D'accord. Donc une fois qu'on a cette fonction Q bien apprise, Eh bien, la stratégie est toute simple. Dans n'importe quelle situation, on choisit l'action qui a la plus grande valeur Q. logique. Et on dit qu'il est off policy. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Off policy, ça signifie que Q-Learning est capable d'apprendre la politique optimale, la meilleure façon de jouer, même s'il observe des actions qui viennent d'une autre politique, par exemple une politique d'exploration où il fait des actions un peu au hasard. Ah, C'est comme si, pour apprendre la recette du gâteau parfait, vous pouviez regarder n'importe qui cuisiner, même un débutant qui rate tout, et quand même réussir à déduire la recette idéale à la fin. c'est fort ça. Ça permet d'explorer beaucoup sans polluer l'apprentissage de la stratégie finale. Exactement, c'est un gros avantage. Et à l'inverse, il y a son cousin, Sarsa, qui lui est on policy. Alors lui, c'est comme apprendre à cuisiner, mais seulement en goûtant ses propres plats, y compris ceux qui sont ratés. C'est une excellente image, oui. Sarsa met à jour ses valeurs Q en tenant compte de l'action qui a été réellement choisie à l'étape suivante. Et cette action dépend de la politique que l'agent est en train de suivre à ce moment-là, exploration comprise. D'accord. Il apprend la valeur de la stratégie qu'il exécute vraiment. Ça peut être plus prudent, parfois plus stable, surtout si faire des erreurs coûte cher, mais ça peut aussi être plus lent à trouver la meilleure stratégie si l'exploration est très large. Ok. Donc, Q-Learning et Sarsa, ce sont deux piliers des méthodes TD. Et dans leur version de base, ils stockent ces valeurs Q dans une table, c'est ça? Oui, classiquement, c'est une table. Une ligne par état, une colonne par action et la valeur Q à l'intersection. Ça marche très bien pour des problèmes où il n'y a pas trop d'états ni trop d'actions. Le blackjack, par exemple. Mais, voilà le hic. Qu'est-ce qui se passe quand le nombre d'états devient gigantesque? Je pense à un jeu vidéo moderne, avec l'image de l'écran comme état, ça fait des milliards de possibilités. Ou un bras robotique avec des angles continus. Une table, c'est juste impossible. Exactement. C'est là qu'on arrive à la limite des méthodes tabulaires. Et c'est là que le deep du deep learning arrive à la rescousse.
On entre dans le monde du Deep Reinforcement Learning, le DRL. Le DRL, le mariage du RL et des réseaux de neurones. C'est ça. L'idée fondamentale, c'est d'utiliser un réseau de neurones profond comme un approximateur de fonctions. Au lieu d'avoir une table Q gigantesque et impossible à stocker ou à remplir, Oui. on entraîne un réseau de neurones à prédire la valeur Q pour un état donné, ou même à prédire les valeurs Q de toutes les actions possibles à partir de cet état. Ah, le réseau remplace la table, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Et c'est le cœur du fameux Deep Q Network, le DQN. DQN. C'est lui qui a réussi à jouer aux jeux Atari, c'est ça, hein? Exactement. Mais attention, ce n'est pas juste Q-Learning avec un réseau à la place de la table. Il a fallu quelques astuces pour que ça marche vraiment bien. Ah bon? Lesquels? Le problème, c'est qu'entraîner un réseau de neurones avec des données qui arrivent séquentiellement, comme dans le RL, c'est très instable. Les données sont très corrélées. Alors, DQN a introduit 2 innovations majeures. Premièrement, l'expérience replay. Rejouer l'expérience? Oui, l'agent stocke ses expériences passées, état, action, récompense, nouvel état, dans une sorte de mémoire tampon. Et pour s'entraîner, il ne prend pas la dernière expérience, mais un échantillon aléatoire de cette mémoire. Ça casse les corrélations temporelles, ça stabilise l'apprentissage. Malin. Et la deuxième? La deuxième, c'est l'utilisation d'un réseau cible, Target Network. C'est une copie du réseau principal, mais qui est mise à jour moins souvent. Elle reste figée pendant un certain temps. Ça évite que la cible, que le réseau essaie d'atteindre, ne change à chaque étape, ce qui rendait l'apprentissage très oscillant. D'accord. Experience Replay et réseau cible. C'est ça le cocktail gagnant du DQN. C'est ça qui a permis ces succès impressionnants, oui. C'est une avancée énorme, hein. Mais j'imagine qu'apprendre les valeurs Q, même avec un réseau, ce n'est pas la seule manière de faire du DRL. Nos sources parlent aussi de méthodes qui apprennent directement la politique, la stratégie. Tout à fait. C'est l'autre grande famille d'approches en DRL, les méthodes basées sur le gradient de politique, Policy Gradient. Policy Gradient. L'idée est différente alors. Oui, au lieu d'apprendre la valeur de chaque action pour ensuite choisir la meilleure, comme avec Q-Learning ou DQN, on apprend directement une politique. C'est souvent un réseau de neurones qui prend l'état en entrée et qui sort directement l'action à faire. Ou une distribution de probabilités sur les actions possibles. D'accord. Mais comment on entraîne ce réseau-là s'il n'y a pas de valeur Q pour le guider? Comment il sait s'il fait bien ou pas? On utilise la récompense totale obtenue à la fin d'un épisode. Si une série d'actions a mené à une très bonne récompense globale, on va ajuster les poids du réseau pour que ces actions deviennent plus probables dans les situations rencontrées. Et inversement, si la récompense était mauvaise? Voilà. L'algorithme Reinforce est un exemple classique de ça. Le souci, c'est que se baser uniquement sur la récompense finale d'un épisode entier, ça peut introduire beaucoup de bruit, beaucoup de variance. Ah oui, un coup de chance ou de malchance sur un épisode peut fausser l'apprentissage. Exactement. Ça peut rendre l'apprentissage assez lent et parfois instable. Donc, si je résume, on a d'un côté l'apprentissage de valeurs, type DQN. C'est peut-être plus stable grâce aux astuces comme l'expérience replay, mais c'est indirect. Et de l'autre, l'apprentissage direct de politique, Policy Gradient. C'est plus direct, mais ça peut être plus bruyant. Est-ce qu'on a essayé de combiner les deux pour avoir le meilleur des deux mondes? Mais c'est exactement ça. C'est l'idée géniale des architectures acteurs critiques. C'est devenu une approche vraiment dominante en DRL aujourd'hui. Acteur critique. Acteur et critique. Oui, on met 2 composants, souvent 2 réseaux de neurones qui collaborent. Un, l'actor. Lui, c'est le réseau de politique. Il choisit les actions à faire, comme dans les méthodes Policy Gradient. 2, le critique. Lui, c'est un réseau de valeurs. Il n'agit pas directement, mais il évalue les actions que l'acteur a choisies. Il apprend une fonction de valeur, souvent liée à la Q-valeur ou à ce qu'on appelle l'avantage. En gros, ça mesure si l'action prise était meilleure ou moins bonne que la moyenne dans cette situation. Et donc, le critique aide l'acteur à mieux apprendre. C'est ça. Le critique fournit un retour, un signal d'apprentissage à l'acteur, qui est beaucoup plus fin et moins bruité que la simple récompense finale de l'épisode. Il lui dit, étape par étape, « Tiens, cette action-là, c'était plutôt une bonne idée » ou « Celle-là, pas terrible par rapport à ce qu'on attendait. » D'accord. Ça guide l'acteur plus efficacement. Voilà. Et ça permet un apprentissage souvent plus stable et plus rapide. Des algos comme A2C, Advantage Actor Critique, ou A3C, sa version asynchrone, parallèle, sont basés là-dessus. Ça a l'air d'être une combinaison vraiment puissante. Et qu'en est-il des problèmes où les actions ne sont pas juste gauche, droite, tirées, mais des valeurs continues,
comme régler un angle, une force, la vitesse d'un moteur. Très bonne question. Les méthodes Q-learning classiques ou policy gradient de base ont du mal avec ça. Mais les approches acteurs critiques ont été adaptées. DDPG, Deep Deterministic Policy Gradient par exemple, a été un des premiers algos acteurs critiques conçus spécifiquement pour les actions continues. DDPG, ok. Et plus récemment, il y a une approche qui a fait pas mal de bruit et qui est très performante, notamment pour le contrôle continu et la robotique, c'est Soft Acteur Critique, SAC. SAC, qu'est-ce qu'il a de si soft, de si particulier? Ce qui est vraiment fascinant avec SAC, c'est qu'il change un peu la règle du jeu. L'objectif même de l'apprentissage. Il ne cherche pas seulement à maximiser la somme des récompenses, Non. Quoi d'autre alors? il cherche à maximiser la somme des récompenses, plus un terme qui est lié à l'entropie de la politique de l'acteur. L'entropie. C'est qu'une mesure du désordre ou du hasard, c'est ça? Oui, exactement. L'entropie, ici, ça mesure à quel point la politique de l'agent est aléatoire, à quel point elle explore différentes actions, au lieu de toujours faire la même chose. Et SAC dit, on veut maximiser les récompenses et maximiser l'entropie. Mais pourquoi vouloir qu'il soit aléatoire? On cherche la meilleure action, pas une action au hasard, non? C'est contre-intuitif, je suis d'accord. Mais c'est très malin. En encourageant l'entropie, on pousse l'agent à explorer beaucoup plus. Celui qui est vraiment fascinant avec SAC, c'est qu'il change un peu la règle du jeu. L'objectif même de l'apprentissage. Il ne cherche pas seulement à maximiser la somme des récompenses, Non. Quoi d'autre alors? il cherche à maximiser la somme des récompenses, plus un terme qui est lié à l'entropie de la politique de l'acteur. L'entropie. C'est une mesure du désordre ou du hasard, c'est ça? Oui, exactement. L'entropie, ici, ça mesure à quel point la politique de l'agent est aléatoire, à quel point elle explore différentes actions au lieu de toujours faire la même chose. Et SAC dit, on veut maximiser les récompenses et maximiser l'entropie. Mais pourquoi vouloir qu'il soit aléatoire? On cherche la meilleure action, pas une action au hasard, non? C'est contre-intuitif, je suis d'accord. Mais c'est très malin. En encourageant l'entropie, on pousse l'agent à explorer beaucoup plus. Ça l'aide à ne pas se retrouver coincé trop vite dans une stratégie qui marche pas mal, mais qui n'est pas la meilleure possible, un optimum local, comme on dit. Et surtout, ça le rend plus robuste. Robuste. D'accord. C'est-à-dire? Une politique qui a une certaine dose d'aléatoire, d'exploration intrinsèque, sera moins facilement déstabilisée si l'environnement change un peu. Elle a plus de chances de trouver une alternative si son action habituelle ne marche plus. C'est un peu comme avoir plusieurs plans B. Je vois. Donc, maximiser l'entropie, c'est une façon d'intégrer l'exploration et la robustesse directement dans l'objectif. Exactement. Et SAC combine ça avec une architecture acteur critique très efficace, souvent avec 3 réseaux neuronaux, un pour l'acteur et 2 pour le critique, pour stabiliser encore plus l'apprentissage de la valeur, et il donne d'excellents résultats, surtout sur des tâches complexes de contrôle continu. C'est vraiment une évolution intéressante de la philosophie. Si on devait faire une petite synthèse rapide, d'après nos sources, des forces et faiblesses générales de toutes ces approches RL. Alors, globalement, ce qui ressort, c'est que, une fois qu'ils sont entraînés, la plupart de ces algos permettent de prendre des décisions très vite. L'inférence, la prédiction, c'est rapide. Ok, ça c'est le bon côté. Oui. Le gros point noir, c'est souvent l'entraînement. Ça peut être extrêmement long, ça demande énormément de données, beaucoup d'interactions avec l'environnement, ou des heures et des heures de simulation. C'est souvent le principal goulot d'étranglement. L'apprentissage est coûteux. Très coûteux, en temps et en calcul. Un autre défi majeur, c'est l'interprétabilité, surtout avec le DeepRL. Comprendre pourquoi un agent prend une décision plutôt qu'une autre, c'est souvent une boîte noire. Difficile de faire confiance aveuglement. Exactement. Et enfin, la mémoire.
Les méthodes tabulaires comme Q-Learning au Sarsa, de base, c'est léger. Mais dès qu'on passe au DRL, avec les gros réseaux, les buffers de replay pour DQN, ça peut devenir très gourmand en mémoire vive et en stockage. Bien. Bon, on a fait un sacré tour d'horizon. Si on récapitule, on est parti de l'idée simple d'un agent qui apprend par récompense dans un environnement avec le cadre formel des MDP. Mhm. On a vu les premières approches, la programmation dynamique, idéale mais peu pratique, puis Monte-Carlo qui apprend de l'expérience complète mais lentement. Ensuite, le tournant avec la différence temporelle, TD, et ses stars Q-Learning et Sarsa qui apprennent pas à pas, sans modèle. C'est ça. Puis, face au mur de la complexité, les états et actions innombrables, on a vu l'arrivée du deep learning avec DQN qui utilise les réseaux neuronaux pour approximer les valeurs. L'étape clé du DRL. On a exploré l'autre voie, apprendre directement la politique avec les méthodes policy gradient. Et la synthèse des deux, les architectures acteurs critiques, qui sont un peu le standard aujourd'hui. Oui, très répandu. Et on a même effleuré les approches plus récentes comme SAC, qui intègrent l'exploration et la robustesse via ce concept d'entropie. Exactement. Le fil conducteur de tout ça, c'est vraiment cette capacité unique du RL à permettre à une machine de découvrir des stratégies efficaces, parfois surprenantes, juste par interaction et feedback, sans qu'on lui dise quoi faire explicitement. C'est une forme d'apprentissage très autonome. Et au cœur de tout ça, il y a toujours ce dilemme fondamental. Quand est-ce que je dois essayer de nouvelles choses pour peut-être trouver mieux, l'exploration, et quand est-ce que je dois utiliser ce que je sais déjà qui marche bien, l'exploitation. Trouver le bon équilibre, c'est le nerf de la guerre dans RL. Et ça nous amène, justement, à une dernière petite question pour la réflexion. Si des algorithmes comme SAC montrent qu'il est bénéfique d'optimiser activement l'exploration via l'entropie, comment est-ce que cet équilibre entre exploration et exploitation pourrait, ou même devrait, évoluer dans les IA du futur? Question intéressante. Quelles seraient les conséquences si on arrivait à créer des agents vraiment autonomes, capables non seulement d'exploiter leurs connaissances, mais aussi d'explorer et de s'adapter continuellement? Pas juste dans un jeu vidéo, mais dans le monde réel, avec toute son imprévisibilité. C'est une piste qui découle directement de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui.